Or, la réduction des risques est en mouvement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, mais elle ne semble pas en marche, si j'en crois les déclarations hier du ministre de l'Intérieur qui déclarait de façon martiale que la drogue ne devait pas être accompagnée mais combattue. Pour des intervenants comme moi, qui avons commencé à travailler pour ma part en 1986, cela rappelle des mauvais souvenirs, évidemment. Ça rappelle les souvenirs de la guerre contre la drogue qui a conduit au désastre du sida chez les usagers de drogue, notamment du fait de la pénalisation des usages, mais aussi de l'interdiction à l'époque de la vente des seringues. Et on sait que ces erreurs-là se sont payées très très cher en termes de vies humaines. D'abord, si on regarde du côté des salles de consommation à moindre risque, on arrive aujourd'hui en fin d'expérimentation avec 2 salles à Strasbourg et à Paris, avec des résultats, et on le verra certainement après, plus qu'encourageants et positifs. Mais en tout cas, nous, de notre place, je pense qu'on s'en doutait un petit peu en termes de santé publique et de sécurité publique. Il y a des nouveaux projets qui sont en cours et qui sont bien avancés, et je pense notamment à Lyon et Marseille. En parallèle, malheureusement, on voit aussi que certains autres projets ont pu être freinés, voire carrément stoppés. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Paris, mais c'est le cas et encore très récemment, donc je crois que c'était aujourd'hui ou hier, par notre ministre de l'Intérieur, de la salle de consommation, du projet de salle de consommation à Lille. Cette difficulté à déployer des salles de consommation à moindre risque en France montre à quel point l'acceptabilité citoyenne et sociale de ce dispositif, malgré encore une fois des résultats positifs, reste malgré tout soumise à des enjeux politiques et parfois électoraux qui prévalent à ceux de santé publique ou de sécurité publique. Les prises de position régulières de notre ministre de l'Intérieur sur la guerre à la drogue, ou les récents débats d'ailleurs sur le cannabis et leur lenteur, voire leur teneur d'ailleurs en substance, ne font que nous rappeler que le chemin est encore long malheureusement. Ce qu'on voit surtout, et c'est peut-être le risque, et en tout cas il apparaît d'y être prudent et d'y porter attention, c'est une nouvelle définition de la réduction des risques qui serait un peu une réduction des risques à la carte, où on peut se permettre de refaire l'histoire pour mieux s'en écarter, parfois en fonction du contexte ou pourquoi pas en fonction des substances ou des comportements à risque. Et à terme, cette RDR à la carte, l'idée c'est qu'elle risque fortement de remettre en cause les principes fondamentaux de la réduction des risques qui ont forgé pour autant cette même reconnaissance. Quid de l'expertise des usagers, quid du non-jugement, quid de la sécurisation des consommations. La réduction des risques semble aujourd'hui coincée dans un cycle pas si vertueux, à devoir systématiquement refaire ses preuves, à grands coups d'expérimentation, au rythme de décrets, de circulaires ou de cadres réglementaires qui parfois ne verront jamais le jour. En fait, on a une base réglementaire qui est solide, et là, la loi de 2016 que vous évoquiez marque un progrès très net. Et en même temps, qu'est-ce qu'on constate? On constate une implantation qui est toujours difficile. Je pense d'abord que c'est une pratique administrative qui est encore naissante. C'est-à-dire pour l'administration, pour nous, c'est très long, mais pour l'administration, 30 ans, c'est peu. Et donc, l'administration n'a pas encore complètement intégré la portée, l'intérêt, l'utilité de la RDR. Et on le voit, alors j'ai mis dans la gestion de la crise du Covid parce qu'en dehors des drogues, on a bien vu que l'approche de lutte contre la pandémie avait beaucoup de mal à utiliser des outils de réduction des risques, et qu'on allait tout de suite sur les contraventions, sur les PV, sur les interdictions, sur la police, etc., etc., donc sur les pratiques répressives. Et donc, la difficulté à intégrer la RDR, je pense qu'elle n'est pas spécifique au champ des drogues, et elle est liée tout simplement aux pratiques administratives. Alors, sur la question des drogues, on le sait, hein, au-delà une des difficultés de l'acceptation et de la diffusion des mesures de réduction des risques est la prégnance de l'idéologie et de l'émotion, pour parler de ces questions. La réduction des risques pouvant être dénoncée par certains parlementaires comme étant une forme de prosélytisme pour la société et pour les jeunes en particulier. Et puis, ce qu'on entend également beaucoup autour de la politique de réduction des risques, c'est qu'elle serait également un détournement par rapport à l'objectif du sevrage. Alors, la réduction des risques, elle a également été évaluée. Ce qui a été évalué également, c'est la répression, les approches prohibitionnistes. Et donc, la littérature internationale est unanime sur l'impact délétère de la prohibition et de la répression sur l'exposition au risque chez les usagers de drogue. C'est un point sensible pour Assud,
c'est le licite et l'illicite. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que la convergence RDR sur les produits licites et illicites, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a des effets d'éclairage mutuel, d'enrichissement, ce qui est en train de se passer autour du tabac et de la vape. Ça, voilà, ça donne à penser dans le champ des drogues illicites et on aurait tort de se priver de cette approche globale, je dirais tout produit, tout psychotrope, avec en plus des produits dont le statut lui-même est ambivalent. On le voit avec les discussions autour du CBD. Et puis en même temps, nous, on est sensible à l'idée de maintenir une vraie frontière, enfin, à la maintenir, à la considérer, c'est pas nous qui la maintenons, entre le licite et l'illicite, parce qu'on voit bien que la RDR dans le champ de l'illicite relève plus d'une espèce d'exception ou de tolérance malgré tout, malgré le cadre juridique que tu as rappelé, Yann, alors qu'elle peut devenir beaucoup plus globale et concerner et se définir comme une démarche d'ensemble pour les produits licites. Et puis c'est très intéressant, je pense, pour vous, le vapotage, et j'en discute souvent avec vos collègues, c'est vraiment un support d'évangélisation de la réduction des risques. Nous, à Sovap, on supporte un groupe autosupport sur le vapotage, et en fait, on a vraiment, c'est 30% de la population qui fume, donc on a vraiment toutes sortes de populations. Et le vapotage est vraiment un support d'explication et d'expérimentation du concept de réduction des risques. Et en ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, c'est un public très, très, très large, le public de fumeurs, et ça permet d'expliquer ces principes de réduction des risques. C'est-à-dire, je fume, c'est très, très, très risqué. Je vapote, c'est peut-être risqué, mais de toute façon, d'un point de vue relatif, ça reste immensément moins risqué que le tabac. Et c'est, enfin, le tabac fumé, pour être bien précis. Et c'est intéressant parce que ça apprend aux gens justement que les choses ne sont pas complètement noires ou blancs, et notamment par rapport aux drogues. On a vu des gens évoluer, notamment sur les questions de cannabis, etc., et se rendre compte qu'à un moment donné, ah oui, il faut peut-être voir les choses un peu différemment et pas être stricto oui, non, abstinence contre consommation.